dans le parcours de formation, eh bien, on est à même d'apprendre des méthodologies différentes, mais aussi d'acquérir des savoirs qui proviennent de disciplines parfois très, très différentes dans leur conceptualisation, mais aussi dans leur méthodologie. Alors, ça peut être considéré dans un premier temps comme une difficulté peut-être pour certains et certaines parce qu'on se dit « Ah mais moi j'ai jamais fait de sociologie, comment est-ce possible ?» Mais on a pensé des ateliers méthodologiques qui justement sont là pour répondre en fait à ces difficultés de méthode qui pourraient être rencontrées. Donc on sait très bien qu'on est dans du pluridisciplinaire, qu'il n'y a pas de licence études sur le genre et qu'il faut donc créer lors de cette formation un certain nombre de passerelles entre les disciplines et puis aussi, bien sûr, transmettre des contenus très denses dans ces différentes disciplines, dans ces différents champs disciplinaires. Ça m'amène aussi à vous dire que ce master études sur le genre, il n'a pas vocation à se limiter à une ouverture, par exemple, vers un doctorat en études sur le genre. Il y en a d'ailleurs très très peu. On peut, après un master études sur le genre, faire un master histoire, un master de sociologie, hein, on parlera des débouchés tout à l'heure. Donc il n'y a pas de limitation à partir d'un master études sur le genre. On peut retourner en quelque sorte à sa discipline principale. Alors, je vais tenter de partager mon diapo sans trop de difficultés pour vous présenter maintenant les différents parcours. Alors, je vous demande un instant. Alors, est-ce que vous voyez bien mon diapo? Pas l'air évident. Alors, du coup, j'ai plus le chat. Cédric, est-ce que tu peux me dire si on voit le diapo? On le voit très bien, ouais. Ah, super. Donc, on voit le diapo, liberté, égalité, mixité, c'est ça? Absolument, tout de vert vêtu. Et là, quand je descends, on voit master études sur le genre? Absolument. Ah, ok, super. Merci, Vous désolée. pouvez passer en plein écran pour la présentation, c'est parfait. Ouais, ok. Alors, donc, pour vous dire, pour commencer, donc, que ce master s'articule en 2 années, M1 et M2, mais qu'on commence par un tronc commun. Un tronc commun donc, pour les 2 parcours à venir, avec 2 semestres, donc quelque chose de tout à fait classique, qui a vocation à vraiment poser les bases des études sur le genre, qu'est-ce que c'est, comment on le mobilise dans différentes disciplines et comment aussi commencer à faire de la recherche en études sur le genre. Donc, lors de ce M1, vous allez avoir des UE d'enseignement, on va les appeler comme ça, comme par exemple l'UE1, féminisme, citoyenneté, engagement. Et à l'échelle de ces UE d'enseignement, vous allez avoir à chaque fois des éclairages de la part de spécialistes de ces questions qui peuvent donc venir de disciplines tout à fait différentes. L'UE2, masculinité, virilité, fonctionne sur le même principe. Dans le semestre 8, l'UE6, corps, parure, parade, ou l'UE7, colonisation et postcolonialisme, fonctionne donc sur ce principe d'UE qui sont là pour transmettre des contenus, des savoirs scientifiques dans le champ des études genre. Mais il y a aussi, je vous le disais tout à l'heure, des ateliers méthodologiques, donc c'est ce que vous voyez sous la forme de l'UE3 et l'UE8, qui sont des ateliers très concrets où on apprend à faire de la recherche en archives, où on apprend à mener un entretien directif, semi-directif, à composer une base de données, par exemple, pour une étude plus sérielle. Donc là, on est vraiment dans un accompagnement à la recherche, puisqu'il va s'agir de produire à la fin du Master 1 un travail de recherche sous la forme d'un mémoire. Et puis, il y a aussi des UE qui sont dispensés en langue anglaise. Alors, on ne vous demande pas d'être totalement bilingue, mais on vous demande toutefois d'avoir un niveau B2, en gros, hein, c'est-à-dire d'être en mesure de suivre des cours en anglais qui sont généralement soit écrits, soit donc diffusés sous la forme
de diaporamas sonorisés, donc on a la possibilité d'arrêter pour reprendre si on n'a pas compris quelque chose. On ne nous a jamais notifié de difficultés importantes à partir du moment où les étudiants et étudiantes ont un niveau correct en anglais. Et ces UE, donc imaginaire, série et texte théorique en langue anglaise, ont pour vocation, donc pour l'UE4, de vous immerger dans les séries anglophones, et pour l'UE9, de vous faire connaître les textes fondamentaux des études genre de l'ère anglophone. Donc, ce n'est pas des cours de langue, mais c'est des cours pour s'initier à la fois à la théorie, mais aussi à un certain nombre de représentations anglophones dans ce champ. Et puis, au cours du M1, il y a donc un stage qui est assez court, hein, c'est 15 jours minimum, ça peut être plus, mais nous, on demande 15 jours simplement, dans une structure liée à l'égalité homme-femme ou à la question LGBTQI+. L'idée, c'est de commencer à aller voir des structures associatives ou non, des structures privées qui sont en lien avec ces questions-là, avec les métiers de l'égalité en particulier, et de rédiger donc un rapport de stage. Et puis, donc, à l'issue du M1, on attend de vous la rédaction d'un mémoire de recherche. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est à peu près la même chose dans tous les masters de sciences humaines et sociales, hein. C'est une recherche autonome qui est menée sur un sujet qui est choisi par vos soins, j'en reparlerai tout à l'heure. Donc ça, c'est pour le Master 1, donc le tronc commun. Et ensuite, à l'issue du M1, si tout est validé, eh bien, il y a la possibilité de choisir entre deux possibilités. La première possibilité, c'est le Master 2, corps et biopolitique. Et l'autre, c'est le Master 2, discrimination. Alors, je commence avec le Master 2, corps et biopolitique. Dans ce parcours, il y a donc un certain nombre d'UE d'enseignement, comme pour le M1, par exemple l'UE12, discours scientifique, sexe, sexualité et âge, l'UE13, violence et genre, ou au semestre suivant, l'UE17, biopolitique et santé, l'UE18, discrimination. On retrouve aussi des ateliers méthodologiques, notamment au premier semestre, et on retrouve aussi des cours en langue anglaise. Donc là, ce ne sera plus les séries pour l'UE19, mais la filmographie anglophone. Et puis, bien sûr, toujours des textes théoriques en langue anglaise qui sont particulièrement importants, hein. On cherche à évoluer notamment vers des textes hispanophones, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'antériorité dans la production de textes théoriques vient plutôt du monde anglophone, et il s'agit là, hein, d'acquérir les bases en fait, théoriques dans le champ des études. Et puis, à l'issue du M2, il s'agit là encore de produire un mémoire de recherche, mais beaucoup plus étoffé, qui pourrait, par exemple, faire l'objet d'une publication. On est là dans vraiment une recherche menée à son terme. Et à l'issue du Master 2, il y a la possibilité soit de continuer vers un parcours doctoral, disciplinaire ou en études sur le genre, soit de poursuivre dans un autre type de formation pour se professionnaliser, soit encore de rentrer directement dans la vie active, notamment liée aux questions des métiers de l'égalité. On a un certain nombre de diplômés. Alors, on n'en a pas beaucoup vu qu'on est encore une jeune formation. Nos premières diplômés, elles sont sorties, et ils sont sortis plutôt en septembre 2019. Donc, pour les premiers et les premières. Donc, on n'a pas un recul énorme, mais on a des personnes qui, avec un Master 2, ont pu entrer directement dans le monde du travail, comme il y a un certain nombre de personnes qui sont déjà en poste, que ce soit dans l'enseignement, les métiers du sanitaire, du social ou toute autre chose, du droit aussi, et qui vont donc simplement rechercher via ce Master 2 la possibilité de se spécialiser dans le champ des études genre. Je vous présente le deuxième parcours, et puis après, peut-être que si vous avez des questions, je prendrai le temps d'aller les retrouver, parce que là, je ne vois plus la petite fenêtre du chat. Alors, enseignement du Master 2 discrimination à présent, donc le deuxième parcours. Ce Master 2, il est... Alors, on ne parle plus de master professionnel et opposé à des masters qui ne le seraient pas aujourd'hui, mais c'est vrai que le Master 2 a une visée
davantage professionnalisante dans le sens où elle vise une professionnalisation, une insertion en fait immédiate en fait, une insertion professionnelle immédiate. Alors, l'idée c'était pas de considérer que d'un côté on a besoin de théorie, de l'autre côté de pratique, c'est pas comme ça qu'on a vu les choses, puisque on a mutualisé un certain nombre d'enseignements. Parce que vous allez retrouver là l'UE 13 violence et genre, les UE biopolitique et santé, les UE discrimination qui sont voilà, importantes. Enfin, c'est important d'avoir un socle théorique pour pouvoir se lancer ensuite, par exemple, dans les métiers de l'égalité. On retrouve les textes théoriques en langue anglaise. Et finalement, ce qui change dans ce parcours discrimination, ce sont deux UE, les UE 22 métiers de l'égalité et UE 23 métiers de l'égalité, qui sont donc dans 2 semestres différents. Et ce sont des UE qui, là, ont lieu uniquement en présentiel, et je reviendrai tout à l'heure là-dessus, puisque nous sommes un master uniquement à distance, sauf justement ce M2 discrimination avec les métiers de l'égalité, ces deux UE qui sont l'occasion de se retrouver, généralement 4 ou 5 jours maximum dans le semestre, pour en fait bénéficier des éclairages, des conseils de professionnels des métiers de l'égalité. C'est vraiment pensé comme cela, de façon à commencer à faire du réseau, mais aussi tout simplement à prendre connaissance de la variété des professions qui ont trait à cela. Dans ce parcours discrimination, ce qui change aussi beaucoup, c'est qu'on vous demande de réaliser un stage, et un stage long de 3 mois, donc c'est-à-dire un stage rémunéré. Alors, c'est rarement bien rémunéré, mais c'est un stage rémunéré. Donc, il faut anticiper cela, il faut aller chercher un stage bien en amont. Et on a rassemblé la plupart des cours au premier semestre, de façon à vous laisser le temps de réaliser le stage, justement, au deuxième semestre. Il y a certaines personnes qui font des stages de 4 ou 5 mois, ça peut être plus long que 3 mois. Et l'idée là, c'est donc toujours de trouver un stage, bien sûr, en lien avec les étudiants, les métiers de l'égalité, et de rédiger un mémoire professionnel, cette fois-ci, pas un mémoire de recherche comme dans l'autre parcours, qui s'appuie sur l'expérience du stage et qui va mobiliser les mêmes outils théoriques, méthodologiques, ce n'est pas un mémoire qui est moins exigeant de ce point de vue-là, mais qui va davantage se rapprocher d'un mémoire de recherche-action, par exemple, c'est-à-dire vraiment être en lien avec le stage qui a été réalisé et des politiques de mise en œuvre d'égalité, de levier pour l'égalité. Donc voilà ce qui différencie ces deux parcours. Et ce que je peux dire sur l'ensemble de la formation maintenant, c'est que ça comprend un nombre d'heures assez important, comme toutes les autres formations, et qu'il ne faut pas confondre entre l'enseignement à distance et le peu d'heures d'enseignement. Mais ça, je vais y revenir tout de suite. Ce que je voudrais voir tout d'abord, c'est si vous avez posé quelques questions, et je vais suspendre le diaporama. Quelques questions, oui, en effet. Alors, D'abord, est-ce que les participantes, les participants auront accès au diaporama? oui. Alors, toutes ces informations, il y en aura très peu dans le diaporama. Et pour ce qui est de l'intitulé des UE d'enseignement, tout cela se retrouve dans la plaquette d'information que je pense la plupart des personnes ont déjà reçue. Mais si des personnes n'ont pas reçu la plaquette d'information, dans ce cas, je les encourage à m'écrire pour la recevoir avant le processus de candidature. Donc, tout ça est repris dans la plaquette. Si vous souhaitez m'écrire, c'est donc mon nom, naema.anafi@univanger.fr. J'ai déjà mis le lien pour la plaquette de formation. Des personnes qui se demandent s'il est possible d'intégrer directement le Master 2, ou est-ce qu'on est obligé de faire le Master 1 avant? Non. Alors, il est tout à fait possible d'intégrer le master à partir du Master 2. À partir du moment, bien sûr, on a déjà un Master 1 en sciences humaines et sociales. Alors, sciences humaines et sociales au sens large, puisque ça peut être droit, économie, gestion, sociologie, littérature, histoire, et qu'il y a un certain nombre de passerelles possibles, c'est-à-dire de validation des acquis de l'expérience, des acquis professionnels. Donc, voilà, on a un bassin de recrutement très large. C'est tout à fait possible d'être pris en M2, mais je conseille aux personnes
qui ont déjà un Master 1 et qui veulent candidater directement en M2, de quand même candidater en M1, dans le sens où il y a finalement très peu de places en M2 et le plus de places, donc un peu plus de places en M1. Donc il nous arrive finalement de prendre des personnes en M1, même si elles ont déjà réalisé cela, en sachant que ce qu'on regarde, c'est le projet de recherche. Le projet de recherche d'une part, mais aussi la nature de la recherche du Master 1. Si ça n'a rien à voir avec les études genre, ce n'est pas forcément quelque chose qui va pousser la candidature de manière significative. Alors justement, combien vous accordez de place à des gens au profil qui rentrent directement en M2? Est-ce que vous avez des chiffres? Alors en fait, ça dépend de nos propres étudiants et étudiantes parce qu'il y a 40 places en M1. Il faut savoir qu'à la fin de l'année, il y a des personnes, il y en a peu, mais qui peuvent avoir abandonné. Et puis, il y a plus de personnes qui se sont dit, bah, finalement, je vais le faire en 2 ans, c'était trop long, etc. Et dans ce cas, qui ne vont pas directement être rebasculés vers le Master 2. Ce qui veut dire que le nombre de places varie. Ça peut être 3 places, ça peut être 4 places, ça peut être 10 places. C'est rarement au-delà de 10 places. D'accord. Alors peut-être qu'on anticipe sur la suite. Par exemple, j'ai des questions très concrètes sur quels sont les critères pour entrer en M1. Quels sont les critères pour entrer en M1? Peut-être ça, je répondrai plus tout à l'heure. Justement, je vais faire un point sur le recrutement. Est-ce Ouais. que une fois qu'on est en M1, on est sûr d'aller en M2? Oui, une fois qu'on a validé son M1, on est sûr de pouvoir choisir entre un des 2 parcours de M2. Bon, ça va, c'est facile. Les frais d'inscription, Alors, les frais d'inscription, c'est pareil, c'est sur la plaquette. c'est un Mais master universitaire, donc il n'y a pas de surprise. ouais, ça dépend si on est en formation initiale ou en formation continue, hein, les prix varient. C'est sur la plaquette dans la page 6, très exactement. Je crois que c'est une personne qui vit aux États-Unis. Je ne pense pas que nous ayons des frais dignes d'une université américaine. Ah non, Nous sommes absolument. d'accord. Il y avait des questions aussi très concrètes en fait sur des gens qui bah, sont employés actuellement et qui, alors par exemple c'est le cas pour Eugénie qui m'écrit, mais qui parle d'une VE, ça doit être une validation des acquis, il doit manquer le A. On a vu le programme là, mais concrètement, quel est le niveau d'engagement? Ça représente combien d'heures? Alors, je ne vais pas parler en volume global, parce que sinon je vais vous dire que c'est 700 heures et en tout M1, M2, et ça va rien vous dire. Je vais parler en volume hebdomadaire. Pour le M1 comme pour le M2, il faut partir du principe que vous avez entre 10 et 15 heures de cours par semaine, simplement 10 à 15 heures simplement à prendre note, à regarder les cours, etc. Et ensuite 10 heures par semaine à minima de recherche pour le mémoire. Ça veut dire qu'on part à minima sur 25 heures de travail hebdomadaire. C'est pourquoi on déconseille le suivi du master aux personnes qui travaillent à temps plein. Pour autant, on ne peut pas préjuger des capacités de travail des personnes. Il y a des personnes qui travaillent à temps plein qui ont tout à fait réussi à faire le master en 2 ans. Ce qu'il est possible en revanche de faire, c'est un aménagement d'études quand on travaille à temps plein, c'est-à-dire d'emblée au moment de l'inscription, avec ses contrats de travail, demander à pouvoir passer le M1 en 2 ans, puis ensuite le M2 en 2 ans par exemple, ou ça peut aller plus vite pour le M2 parce que le rythme est rentré. En tout cas, c'est la possibilité pour les personnes qui travaillent à temps plein, c'est de faire un aménagement d'études. Ok, et il y avait une autre question concernant Eugénie, justement. Ouais. Quels sont les critères pour le stage de Master 2? Est-ce qu'il est possible de le faire bah, dans la structure qui nous emploie? Alors non, généralement on dit non, parce qu'il ne s'agit pas de valider quelque chose que la personne fait déjà. On est une formation qui est censée apprendre quelque chose de nouveau. Après, il faut discuter avec la responsable du M2 discrimination. Dans ce genre de cas, ce qu'on demande, c'est que de nouvelles tâches
soit réalisé s'il n'est vraiment pas possible de trouver un stage dans une autre structure. Mais il faut savoir qu'en tant que stagiaire, on n'est pas payé la même chose qu'en tant qu'employé. Et le principe du stage, c'est de ne pas être employé dans sa propre structure. Donc, on déconseille fortement. Après, on peut voir au cas par cas si il y a une forme d'évolution et de vraiment de monter en connaissance dans les fonctions qui sont réalisées lors du stage. Ok. Encore deux questions, et puis après, je vous propose de laisser dérouler, parce qu'en fait, là, il y a beaucoup de questions, et peut-être que vous allez y répondre, donc ce sera aussi simple. Est-ce qu'on peut candidater, ça revient sur ce que vous avez dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut candidater en même temps sur un M1 et sur un M2? Oui, on peut candidater en même temps sur un M1 et sur un M2 quand on a déjà un Master 1 et qu'on veut se donner le plus de chances possible de au moins arriver à faire la formation. Et j'ai un Master 2 sciences du langage, est-ce que ça fait partie des prérequis? Oui, oui, oui. Alors, je réponds là un peu. J'ai vu aussi passer des choses. Bravo Cédric, moi j'aurais mal aux yeux de voir toutes ces choses qui passent en même temps. Il ne faut pas s'inquiéter sur le périmètre du master. C'est-à-dire que si vous avez une licence en droit, en histoire, en sociologie, en anthropologie, mais aussi en sciences du langage, en arts plastiques, ça rentre dans le champ. Ce qu'il faut, et je reviendrai sur les précisions sur le recrutement, c'est véritablement bien travailler son projet de recherche. La philosophie rentre dedans, je viens de voir ça. Voilà, toutes ces précisions, elles sont données sur la plaquette. Et pareil, si on est déjà en fonction et qu'on a l'impression qu'on est éloigné des sciences sociales, c'est pas grave, il y a la validation des acquis qui est possible. Voilà, donc pas d'inquiétude là-dessus. On valorise d'ailleurs la variété des profils. Ça ne nous sert à rien d'avoir que des sociologues, par exemple. Et juste une toute dernière question. J'ai un M2, je postule en M1, mais il y a des choses que je connais par cœur. Est-ce que je peux avoir des dispenses? Non. Non, parce qu'on ne peut pas évaluer de qui connaît quoi par cœur. Eh bien, Laure a sa réponse. Voilà. Je vous laisse poursuivre. Et ça fonctionne pour sciences de l'éducation. Arrêtez de poser ces questions, tout va bien. Alors, je poursuis. En gros, hormis la biologie et la physique nucléaire. Oui, c'est ça. Et même, j'ai envie de dire, si on est par exemple médecin, je crois que j'avais été contactée par une femme qui était dans le champ de la médecine, c'est possible en fonction du projet de recherche et des gages qu'on a sur le déploiement d'une méthodologie de sciences humaines et sociales de candidater. En fait, c'est juste qu'on ne rentre pas dans la case L3 sciences sociales, mais il faut quand même déposer le dossier. Voilà. Alors, je poursuis avec des précisions sur les modalités d'enseignement maintenant. Donc, je vous ai dit que c'était un nombre d'heures important et j'ai aussi spécifié que enseignement à distance ne veut pas dire peu de cours. Je ne sais pas s'il y a un ou une de nos étudiants actuels qui est connecté maintenant, mais ces personnes pourraient témoigner du très fort volume, de la très forte implication nécessaire. Tout simplement aussi parce que, comme je vous disais, il n'y a pas de L3 études sur le genre. Donc, il faut rattraper d'une certaine manière tout un champ pluridisciplinaire. Donc, c'est assez dense. Et bien sûr, l'avantage de l'enseignement à distance, c'est notamment le fait qu'on peut organiser les choses quand on veut, dans la semaine, regrouper, faire ça plutôt le matin ou le soir, ou plutôt le week-end, mais au moment de l'élaboration du dossier de candidature, vous allez voir qu'on vous demande très sincèrement de noter sur un petit calendrier hebdomadaire où vous allez faire ces 25 heures dédiées au master. Parce qu'il ne s'agit pas de candidater et puis pour abandonner après ou d'être dans une difficulté individuelle. Ça n'est pas du tout l'idée. Donc, il faut vraiment avoir en tête que c'est un master qui prend du temps, qui demande une implication. Et son caractère à distance fait qu'il demande une très forte autonomie. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin d'un groupe, classe, autour ou d'une sociabilité estudiantine particulière pour avancer, je ne vous cache pas que l'enseignement à distance n'est peut-être pas fait pour vous. Là aussi, il ne s'agit pas ensuite d'avoir des étudiants et étudiantes en difficulté. Ça arrive chaque année.
qu'une ou deux personnes se sentent vraiment en difficulté à cause de cette dimension virtuelle de l'enseignement. Nous, on fait tout ce qu'on peut pour faire du lien avec vous régulièrement. Les étudiants et étudiantes s'organisent aussi sur des groupes Facebook, etc. pour faire groupe. On peut aussi se retrouver, par exemple, s'il y a 2 personnes à Rennes, bon, ça fait déjà 2 personnes pour aller à la bibliothèque ensemble ou quoi que ce soit. Mais si on travaille beaucoup sur la question d'un groupe classe, on essaye de créer des liens beaucoup dans la pédagogie autour de la promotion, il est certain que ça demande une très forte autonomie. Ça, je le spécifie, c'est important pour la suite. Alors, plus concrètement maintenant, qu'est-ce que c'est que l'enseignement à distance? Dans le master, c'est que vous allez avoir une plateforme dédiée, une plateforme Moodle, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en tout cas, c'est une plateforme qui est dédiée pour votre formation, au sein de laquelle vous allez retrouver donc toutes les UE d'enseignement, mais aussi des forums pour pouvoir discuter des différentes ressources également. Ça veut dire que tous vos cours vont passer par cette plateforme. Ces cours peuvent être dispensés soit par des diaporamas sonorisés. Alors, pour les personnes qui sont en formation là en ce moment, en L3, qui ont vécu ou qui vivent peut-être encore un enseignement à distance relativement laborieux, parce que c'est pas de l'enseignement à distance qui est fait aujourd'hui dans les universités, c'est du bricolage. Donc, n'imaginez pas que c'est la même chose. Le master qu'on propose, il a été épaulé par des professionnels, des ingénieurs pédagogiques de l'enseignement à distance, et c'est pas amateur. Je veux dire, nous, en tant qu'enseignants, on ne sait pas gérer ces techniques-là. Donc, pour le master études sur le genre, on a fait appel au Labua. C'est un laboratoire qui regroupe des ingénieurs pédagogiques et qui ont réalisé cette plateforme. Donc, quand je parle de diaporama sonorisé, c'est quelque chose qui est nickel, pas avec des images qui sautent ou pas de son ou quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de cours où c'est simplement un PDF avec donc les indications qui sont écrites. Ce sont des cours qu'on dit scénarisés, donc c'est comme des petits sites pour chaque enseignement où on peut insérer des vidéos, des photos, faire des liens vers la bibliographie. Donc ça, c'est l'autre modalité. Donc diaporama sonorisé, cours scénarisés. Il y a aussi la possibilité de faire des classes virtuelles. Alors, on en fait peu parce que finalement, une classe virtuelle, ça demande d'être là à un horaire fixe. Et c'est pas trop l'idée de l'enseignement à distance que de vous contraindre. Mais quand il y a des classes virtuelles, elles sont généralement enregistrées pour que les personnes qui n'ont pas pu y assister puissent écouter cela. On a donc différentes modalités. Ça peut être aussi un cours vidéo, donc filmé, mais nous sommes une université publique sans grands moyens, donc on n'a pas les moyens de faire 12 000 captations vidéo. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de varier à l'échelle des UE les différents supports pour que ce soit aussi un petit peu moins redondant, qu'il y ait la possibilité dans la plupart des cas de pouvoir télécharger les contenus, ça peut aider. Donc, voilà, le dispositif d'enseignement à distance, c'est toute une variété de possibilités de faire cours quand on est enseignant-enseignante et pour vous, donc, de les recevoir. Ces enseignements, ils sont toujours liés donc, à des forums où il est possible de répondre donc, aux questions, enfin de poser des questions entre étudiants et étudiantes, aux enseignants de répondre à ces questions dans des délais raisonnables. Hein, on n'est pas des machines derrière les ordinateurs, parce que c'est vrai qu'on n'est pas comme dans une classe où il suffit de lever la main et d'avoir la réponse. Donc ça, c'est aussi pour ça que c'est quelque chose à appréhender. Il y a des temps de réponse qui ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas un enseignement en présentiel. Ces enseignements donnent lieu donc à un certain nombre d'évaluations qui, elles aussi, ont lieu uniquement à distance. Ça peut être des oraux, ça peut être des dossiers que l'on rend. Alors les oraux, ça va être de la visio, par exemple. Ça se passe très bien, il n'y a pas de difficulté, donc ça ne vous oblige pas à vous déplacer vers une des universités partenaires pour pouvoir réaliser vos examens. Après, au moment de la soutenance, il y a un certain nombre de personnes qui préfèrent venir rencontrer leurs enseignants-enseignantes, leurs directeurs ou directrices de mémoire. Ça peut être tout à fait possible. Et si vous n'habitez pas très loin, il est tout à fait possible d'aller rencontrer vos enseignants et enseignantes. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est exclusif. Donc, tout se passe sur cette plateforme.
qui est bien construite, assez intuitive. Il n'y a pas de difficulté technique particulière qui a pu être notée par les étudiants et étudiantes. Il peut y avoir des bugs, ça arrive comme partout. Mais en tout cas, vous n'avez pas besoin de vous former pour pouvoir accéder au contenu. Pas du tout, c'est assez simple d'utilisation. En dehors de cette plateforme, donc il n'y a pas de cours à l'extérieur, mis à part donc pour le parcours discrimination, où il y a donc ces 2 temps de regroupement, 4 jours par semestre, qui sont obligatoires. Autre chose obligatoire en présentiel, c'est les journées de rentrée. Et j'insiste vraiment là-dessus, c'est le seul moment où on se retrouve tous et toutes pendant 2 jours dans une des universités partenaires. Donc là, cette année, ce sera à Rennes. Et c'est obligatoire parce que c'est essentiel. C'est-à-dire qu'en 2 jours où on finit généralement à la fin absolument lessivé, on vous présente la formation, vos enseignants et enseignantes, où vous avez du contenu scientifique qui est donc des conférences qui sont données, où il y a aussi une partie un peu plus festive avec généralement des spectacles, où il y a une dimension plus politique ou militante, par exemple avec la présentation d'associations ou d'actions qui sont faites au sein des universités pour l'égalité. Eh bien, au cours de ces 2 journées, le challenge, c'est de faire de créer des liens assez forts pour que vous puissiez ensuite, depuis chez vous, depuis des espaces parfois totalement différents, dans le master genre, il y a des gens qui habitent à des milliers de kilomètres les uns et les unes des autres, pour que vous puissiez donc avoir cette sensation d'être une promotion et d'échanger, toujours de manière virtuelle, par la suite. Les personnes qui ne viennent pas à ces journées de rentrée se retrouvent de fait dans des situations difficiles et pour nous, en tant qu'enseignants et enseignantes, on ne peut pas individualiser 2 jours, refaire 2 jours pour une personne qui ne serait pas venue. Donc voilà, je préfère dire très clairement les choses. Si nous avons pensé ces 2 journées de rentrée, c'est parce qu'elles sont vraiment essentielles et elles se font en présentiel. Il y a un autre temps qui est optionnel cette fois-ci de rencontre, qu'on place généralement en janvier. Et qui est un temps donc optionnel où on peut venir, si on veut, dans une des universités partenaires, ça change là aussi chaque année, pour échanger à nouveau. Dans la plupart des cas, là, cette année, on n'a toujours pas pu la faire à cause de la pandémie, tout le monde vient parce que c'est chouette de se retrouver, de tisser des liens entre les M1, les M2, etc. Peut-être je vais vous laisser la parole là à des questions sur l'enseignement à distance parce que généralement ça pose question. Je sais pas, Oui, Cédric. en Ouais. fait, il y a pas mal de personnes. Alors, juste avant, je vais revenir quand même sur la première partie parce qu'il y avait encore des questions en suspens. D'accord. Ok. Tina, elle est ingénieure. On est d'accord Ouais. que si elle a un projet, c'est possible. Oui, par contre, ce qu'il faut, c'est faire une VAE, validation des acquis. Et là aussi, toutes les informations sur la plaquette, c'est auprès d'Arnaud Bureau qu'il faut poser les questions et déposer le dossier, qui se fait généralement en même temps que la campagne de candidature. Un master 2 gouvernance, c'est possible. Philosophie, c'est possible. Oui. Sciences de l'éducation, c'est Oui. possible. Oui. Non, mais parce qu'il y avait encore quelques doutes. On est d'accord. Pascal, lui, il s'interroge, en fait, il voudrait savoir, mais comment est-ce qu'on fait pour formuler un projet de recherche alors qu'on n'est pas encore dans le master, quoi. Ouais, je vais y venir tout à l'heure. D'accord. Si on a une licence, si on a déjà fait une licence en distanciel, Ouais. du coup, ça veut dire qu'on sait comment ça marche. Donc, Oui. on a plus de chances d'être admis, ou pas? Non, enfin, c'est pas un critère de choix parce qu'en plus, il y a plein de façons de faire des cours à distance, donc c'est pas un plus. Et c'est Ok. pas un moins pour les autres, quoi. Les cours à distance, on peut les visionner à n'importe quel moment. Vous y avez répondu. Tout à fait. Ok. Quand on se retrouve en présentiel, on connaît les dates combien de temps à l'avance? Et là, les dates de rentrée, elles sont déjà fixées dans la plaquette. Il faut lire la plaquette, le 17 et 18 septembre 2021. Et pour les dates des regroupements du M2, c'est en novembre et en février. Donc novembre 2021 et février 2022. Ok. Si on travaille à plein temps, on doit s'inscrire, on doit choisir l'inscription en formation continue. Ah ben oui, bien sûr. Pour toutes les questions administratives,
il faut là aussi regarder sur la plaquette. Formation initiale ou formation continue, ce n'est pas les mêmes contacts. Irène Deschaux pour la formation initiale et Sylvie Lélé pour la formation continue. Pour toutes les questions administratives, vous pouvez de toute façon poser la question à Irène Deschaux qui vous renverra vers le service de formation continue si ce n'est pas le bon service. Voilà. Irène Deschaux, c'est votre interface administrative. Oui. Donc c'est Irène qui répondra à la question, est-ce que c'est possible de bénéficier d'un congé formation en M1? En M2, c'est possible parce que c'est diplômant, mais en M1, est-ce que c'est possible? Ça, c'est Sylvie Lédé de la formation continue qui répondra. J'ai pas bien suivi. Autant pour moi. On fait quoi avec un M2 discrimination? Je pense que vous allez y répondre tout à l'heure. Sonia s'inquiète de savoir ce qu'elle va mettre sur sa carte de visite à la sortie du M2. Est-ce qu'on est sociologue? Est-ce qu'on est anthropologue? On est quoi? C'est quoi le titre? Ben, on a un Master 2 en études sur le genre. Mais après, elle mettra sa spécialité en fonction de sa licence. Si ça a été une licence de sociologie, sociologue, spécialisée en études sur le genre. Il y a des travaux, on a compris que ça se passait essentiellement en distanciel, hormis ces quelques journées dont on connaît les dates bien à l'avance. Est-ce que, malgré tout, il y a des travaux de groupe? Oui, ça dépend des UE, il y a des travaux de groupe. Alors, il faut savoir qu'au début de chaque semestre, on vous remet, c'est très bordé, hein, on vous remet un emploi du temps hebdomadaire avec l'ensemble des dates, des rendus, des examens, etc. sur tout le semestre. Donc justement, parce qu'on sait que ça demande une forte autonomie et qu'il faut s'organiser, contrairement à ce qu'on pourrait penser avec l'enseignement à distance, vous avez toutes les clés en main dès le premier semestre, enfin dès le début du semestre pour planifier tout votre travail. Ok, ben je vous propose de continuer. Ah si, juste sur le mémoire de recherche en M2, Ouais. ça représente quel volume en fait? Il y a combien de pages? Là aussi dans des soucis d'organisation. Alors, pour le mémoire de M2, on est autour de 150 pages. Ça a beaucoup diminué. Avant, c'était 300 pages. Maintenant, c'est plus, c'est plus restreint. Donc, on est autour de 150 pages maximum. Ok. Et dernière question, Noémie nous demande en fait, si j'ai pas fini mon M2, est-ce qu'il y a moyen d'allonger dans les temps, quoi? Est-ce qu'il y a moyen d'allonger un peu le parcours? Alors, pour les personnes qui n'auraient pas fini, qui n'auraient pas soutenu, généralement c'est ça, c'est les personnes qui ont réalisé les UE d'enseignement, enfin qui les ont validés par les examens, mais qui bloquent sur le mémoire, qui n'est pas complètement finalisé. Donc déjà, on peut passer à la session de septembre plutôt que de juin, ça laisse quand même quelques mois en plus. Et puis, on peut aussi demander un redoublement. Ce redoublement, il est accordé à l'issue du jury, qui regarde si voilà, la plupart des UE ont été validés. Et donc, dans l'écrasante majorité des cas, on valide cette possibilité et on fait un nouveau contrat pédagogique avec la personne. Dans la plupart des cas, ce qu'on demande, c'est que s'il y a des difficultés, elles soient énoncées en amont. Comme ça, justement, on fait ce contrat pédagogique. Alors, cette année, vous passez ça comme UE et l'année suivante, ce sera ça. Comme ça, tout le monde est serein et on avance. En tout cas, c'est possible, quand il y a une difficulté, de trouver une solution. On est d'accord, Shalom n'a pas tout à fait compris. Tous les cours sont à distance. Oui. Sauf quelques regroupements ponctuels. C'est ça. Tous les cours sont à distance. La sortie, pour résumer. Ouais. Sauf avec une particularité pour un parcours. Pour le parcours discrimination, où il y a 2 regroupements de 4 jours. Un regroupement de 4 jours au premier semestre, un regroupement de 4 jours au deuxième semestre. Là aussi, c'est marqué sur la plaquette. Ok. Il y aura d'autres questions. Okay. Je vous propose de poursuivre et puis on se refera une petite séance dans quelques minutes. D'accord. Peut-être répondre sur les débouchés. Alors, pour les débouchés, j'ai parlé tout à l'heure d'insertion professionnelle plus immédiate. On a, pour le M2 discrimination, si c'était bien ce qui m'était demandé, on a eu quelques retours là, de nos diplômés, et puis des personnes qui, par exemple, travaillent dans un département avec un poste de chargé de mission homme-femme. Des personnes qui travaillent dans des centres de documentation féministe, comme à Paris.
au centre Simone de Beauvoir. Et puis, j'avais eu un autre exemple il y a peu de temps que j'ai oublié, dans une municipalité, là aussi attaché donc à des questions d'égalité. Ça, c'est des exemples très concrets hein, qui ressortent de la formation. Après, plus largement, avec un master études sur le genre, et là je m'appuie sur les autres, sur les résultats des autres formations qui ont plus d'antériorité que nous, qu'on soit en discrimination ou en corps et biopolitique, hein, mais c'est vrai que le parcours discrimination permet de travailler davantage cette question, bah, on va pouvoir postuler sur tous les métiers qui sont donc liés à l'égalité homme-femme, la lutte contre les discriminations en fait. Alors les façons de dire ces métiers diffèrent, ça peut être informateur ou informatrice par exemple sur les droits des femmes, des personnes LGBTQI, des personnes qui travaillent sur l'égalité professionnelle, par exemple chargé d'accompagnement de l'insertion sociale et professionnelle. On peut travailler dans le travail social. On a pas mal de personnel de santé aussi qui nous contactent dans l'éducation. On peut être aussi formateur ou formatrice en égalité ou en études sur le genre. Il y a beaucoup de charges de mission. Chargé de mission égalité, alors ça peut être en entreprise, en collectivité territoriale, dans les services de l'État. Chargé de mission droits des femmes, il y en a de plus en plus hein, dans un certain nombre d'institutions privées ou publiques. On peut être conseiller référent en droit des minorités, en charge des luttes contre les discriminations, comme on peut aussi se retrouver finalement dans des domaines qui sont encore peu investis. Je pense à des emplois dans ce qu'on appelle les industries culturelles et créatives. On a un certain nombre de personnes qui, en sortant d'un master études sur le genre, vont créer leurs propres outils, leur propre blog de formation, de réflexion, et ils vont presque inventer leur métier. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. On est dans un champ celui des études genre, mais plus largement celui de la lutte pour l'égalité au sens large, qui est particulièrement dynamique et au sein duquel il y a de plus en plus d'émergence de métiers. Alors, qui sont souvent un peu précaires, hein, qui s'appuient sur l'auto-entrepreneuriat ou sur, pourquoi pas, l'intermittence, mais ça fait aussi partie du champ des possibles. Donc ça, c'était pour la question sur les débouchés. Ce que je voudrais voir avec vous maintenant, c'est la question des candidatures. Alors peut-être s'il y a d'autres questions qui ne sont pas relatives au processus de recrutement, peut-être je peux y répondre maintenant avant de passer au plus concret des candidatures. Alors, Cédric. Ouais. oui, juste, est-ce qu'on peut faire ça en tant qu'auditeur libre? C'est-à-dire quelqu'un qui travaille et puis qui voudrait juste assister Alors, pas encore. En fait, on essaye de travailler là-dessus, mais il y a des contraintes juridiques hein, sur le droit à l'image. Enfin, bon, c'est assez compliqué vu que c'est à distance. Et pour l'instant, on ne peut pas ouvrir la formation aux auditeurs, aux éditrices libres. Hein, mais on aimerait pouvoir le faire. On est d'accord que les frais universitaires, c'est les Oui, frais universitaires. Parce oui. que Pascal nous demande, mais du coup, en fait, on a à la fois des frais universitaires et des frais en présentiel. Non, absolument pas. Vous Non, non, avez c'est potentiellement des frais d'hébergement si vous n'avez pas de logement sur place, mais pas de frais supplémentaires à verser à l'université. Non, non, en fait, la formation est à distance, mais elle coûte la même chose qu'une formation en présentiel. Il n'y a pas de coût supplémentaire qui s'ajouterait parce qu'elle est à distance. Ce qu'il faut prévoir, c'est de pouvoir se loger lors des journées de rentrée et éventuellement pour les personnes qui sont en de discrimination lors des temps de regroupement. Et on est d'accord que en fait, les regroupements ponctuels, ils se font dans quelle université, puisque en fait, le master est co-accrédité par plusieurs universités. Ça change chaque année. Mais Ça pour change chaque année. Ouais. Mais pour le M2 discrimination, généralement, c'est plutôt à Rennes parce que c'est là que la directrice que la responsable plutôt du M2 discrimination se trouve hein, et qu'elle a tous ses contacts, notamment dans le champ des métiers de l'égalité. Donc ça permet de voyager en même temps. Tout à fait, de temps en temps. Je vous laisse poursuivre et puis je note les questions.
Alors, je vois des questions là qui arrivent, moi, tarif, coût de la formation, formation initiale, etc. Certainement, ce sont des personnes qui n'ont pas reçu la plaquette, qui se sont inscrites directement à la présentation du master études sur le genre. Cédric, je crois, a mis le lien vers la plaquette. Toutes ces informations sur les tarifs, sur les personnes qu'il faut contacter se trouvent dans cette plaquette. Donc, vous allez avoir toutes les informations. Par contre, il faut la lire du début à la fin. Elle est assez fournie, donc pas d'inquiétude là-dessus. Je vois que c'est les mêmes questions Laurette a qui remis, reviennent. Laurette a fait du copier-coller, donc la formation initiale, c'est 476 € Ouais. si vous êtes non boursier, c'est 5,10 € si vous êtes boursier ou boursière. Et en formation continue, bah, c'est un peu plus compliqué. En fait, ça dépend de votre situation. Votre statut. Voilà. C'est bon? Ok, On peut poursuivre et puis ça marche. on reviendra dessus sur les questions qui seraient restées en suspens. Ok, donc je vais passer maintenant à quelques conseils hein, pour les candidatures et je vais le faire avec beaucoup de sincérité et un peu de difficulté aussi puisqu'on reçoit énormément de candidatures. On reçoit environ 200 candidatures pour le M1 chaque année, en sachant, comme vous le savez, qu'il y a 40 places. 40 places en tout, hein. Il n'y a pas 40 places à Angers, 40 places à Nantes ou quoi que ce soit. C'est 40 places en tout. Donc, c'est un master qui, de fait, est très sélectif. Non que nous soyons, nous, les enseignants et enseignantes de cette formation, dans la promotion de la sélection ou de quelconque idée de performance, mais parce qu'il n'est pas possible humainement de suivre les étudiants en EAD en étant à coup avec les moyens que nous avons, c'est-à-dire avec les moyens humains et financiers. C'est-à-dire que suivre 40 personnes en M1, en enseignement à distance, c'est comme avoir 200 personnes. Moi-même, et je pense que tout le monde ne se rendait absolument pas compte, parce que là encore, quand on a un groupe classe, on ne pose pas forcément les questions à son enseignant, son enseignante 3 fois, parce que en fait, il y a quelqu'un qui dit « Ah oui, mais elle l'a dit », etc. Ou alors on pose la question directement, et on n'a pas tout ce temps de suivi par mail. On reçoit des centaines de mails dans cette formation, alors on le fait avec plaisir, mais on arrive à un moment où pour assurer le bon suivi de nos étudiants et étudiantes, il faut restreindre le groupe classe. Et en tout, là, on est, je vous dis 80, avec les personnes qui redoublent, etc., on est autour d'une centaine. C'est déjà une très grosse formation. Voilà, donc c'est pourquoi il ne nous est pas possible d'aller au-delà, tout simplement parce qu'on veut la réussite des étudiants qu'on essaye d'encadrer au mieux. Donc, maintenant, ce qui est important, c'est de dire qu'il existe déjà d'autres masters, études sur le genre sur le territoire. Alors évidemment, il faut voir aussi en fonction de ce qu'il est possible de faire pour vous. Hein, si c'est uniquement en enseignement à distance, eh bien, dans ce cas, il faut vraiment avoir le dossier le plus complet, le plus convaincant. Et il y a des personnes qui retentent 1 fois, 2 fois. Hein. C'est aussi une possibilité. Alors, quand je parle de dossier complet convaincant, là, l'idée, c'est de vous donner toutes les billes et ce de manière voilà, équitable. Hein, tout le monde a la même information. Je vais reprendre ce qu'il y a dans la plaquette, là encore, et vous dire que ce que nous jugeons, ça n'est pas fondamentalement le niveau académique. C'est-à-dire qu'on ne disqualifie pas, par exemple, les gens qui auraient eu leur licence 3 avec 11. Voilà, ça peut se passer dans d'autres formations. C'est pas notre cas. On part du principe qu'il est possible d'augmenter ses notes et son rapport à l'apprentissage d'une année sur l'autre, et surtout quand on passe de la licence au master qui demande vraiment des aptitudes différentes. Donc le critère là n'est pas retenu. Après, à dossier de recherche égal, ça peut faire partie des critères. En tout cas, ne vous démoralisez pas d'emblée. On ne fait pas de sélection sur les notes à proprement parler. La sélection s'opère selon 2 critères principaux: la motivation et le projet de recherche. Du coup, la motivation, on l'évalue à partir de la lettre de motivation, tout simplement. Et je vous invite vraiment à la soigner.
la lettre de motivation, c'est pas uniquement voilà, être passionné par les études de genre ou indigné par telle ou telle discrimination, inégalité, c'est très concrètement dans quelle mesure vous pouvez suivre ces 2 années d'enseignement à distance. Je dis ça parce que pour nous, c'est assez terrible de devoir sélectionner, de devoir dire non à certains, certaines et oui à d'autres. Et c'est encore plus terrible lorsqu'on dit oui à des personnes qui, au bout d'un mois, une semaine, abandonnent. Et ça veut dire que d'autres personnes auraient pu prendre leur place. Donc la motivation, c'est vraiment se poser cette question-là et nous expliquer pourquoi, en fait, ce master études sur le genre est important pour vous et en quoi ça vous fait avancer. Qu'est-ce que vous avez déjà fait avant dans le champ des études genre ou dans le champ militant, par exemple, hein, pour l'égalité. En gros, de vous présenter et de manière individuelle. Parce que ce qu'on veille aussi à faire, c'est qu'il y ait une diversité de profils dans la formation, parce que c'est ça aussi qui fait sa richesse. C'est une bonne chose qu'il y ait des gens qui viennent de sociologie, une sage-femme, pourquoi pas, on a eu une époque un gardien de prison, et puis je sais pas, quelqu'un qui vient des arts plastiques. En tout cas, ça a du sens pour nous. Donc là aussi, ça n'est pas un point négatif que d'avoir un profil qu'on pourrait qualifier d'atypique. Donc la motivation est importante et en tout cas, il faut soigner votre lettre de motivation. Mais le critère numéro 1, c'est votre projet de recherche. Et là, j'entends tout à fait hein, la remarque qui a été faite, comment on peut faire un projet de recherche alors qu'on n'a jamais fait de recherche. Alors là, c'est différent en fonction des disciplines. Hein. Il y a des disciplines dans lesquelles on fait dès la L3 un peu de recherche. Par exemple, en histoire, on va en archives et puis on commence à faire de la recherche. C'est une difficulté que de faire ce projet, mais pour nous, c'est une façon de voir où vous en êtes dans votre réflexion, dans la maturation du projet, et aussi parce que finalement, la question du mémoire de recherche, c'est celle qui est la plus difficile à porter, surtout à distance. Parce que quand on fait sa recherche, à distance ou pas à distance, on est tout seul. Alors, on a un directeur, une directrice de recherche pour nous épauler, pour répondre à des questions, etc. Mais c'est vraiment un travail d'autonomie, de réflexivité. Et c'est pourquoi on ne peut pas accepter de personnes qui n'auraient aucune idée du type de recherche qu'il ou elle voudrait faire et aucune idée de la manière dont elle pourrait être faite. Les dossiers qui ne passent pas, c'est les dossiers très vagues sur, je voudrais travailler sur, par exemple, les mouvements féministes en Tunisie. Bon, d'accord, le sujet est très intéressant, mais à partir de quoi? Est-ce qu'il faut aller faire des entretiens sur le terrain? Est-ce que c'est à partir d'une documentation qui serait celle de sources normatives ou par exemple des journaux, etc. Et puis, quel type de mouvement, par exemple féministe en Tunisie, dans les villes, dans les campagnes, quelle catégorie de femmes? Enfin, vous voyez, c'est un propos très large. Il faut être en mesure de nous dire quelles sont les questions et quelles sont les méthodes que vous envisagez. Alors bien sûr, c'est impossible d'en avoir une idée très précise, mais il s'agit de tout de même y avoir réfléchi très concrètement, de ne pas partir avec des projets qui sont impossibles à faire, d'autant plus qu'à l'échelle du Master 1, ce qu'on attend de vous, c'est de tester une méthode, de voir si vous arrivez à mettre en place une méthode pour répondre à vos questionnements. Donc du coup, ce qui nous intéresse, c'est vos questionnements et la façon dont vous avez aussi déjà été chercher un certain nombre de réponses en allant consulter des livres, des articles sur ce thème. J'insiste, un projet de recherche où il n'y a aucune référence bibliographique, ce n'est pas un projet de recherche qui peut être retenu. Ce qu'on attend, c'est qu'il y ait quand même, on va dire, 5-6 références pour le M1 qui soient dans le sujet, qui aient été lues et qui permettent d'orienter le questionnement. Donc, pas des sujets trop larges, pas des choses qui ne peuvent pas être réalisées pour diverses manières, soit parce qu'on n'aura pas le temps, soit parce que c'est impossible. Je me rappelle d'un sujet sur les femmes djihadistes au Mali, bon, mais en disant, sans aucune précision, alors concrètement, comment on va faire un sujet sur les femmes djihadistes au Mali? La personne va aller rencontrer des djihadistes au Mali. Vous voyez, ce genre de choses qui du coup, n'est pas réalisable et qui est problématique. Alors, ce qui est important, c'est qu'on ne vous laisse pas tout seul dans la réalisation de votre projet de mémoire. Là aussi, dans la plaquette, vous avez une liste de directions de mémoire potentielles, donc qui sont toutes des personnes qui font partie des 5 universités, avec donc des thèmes de recherche qui sont les leurs. Et ce que je vous recommande, c'est de rédiger
de manière la plus aboutie possible votre projet de mémoire et de l'envoyer à une personne qui correspondrait qui correspond le mieux en fait à votre champ d'études, pour demander validation, pour demander des conseils dans la façon de formuler, des conseils dans la bibliographie aussi. Mais donc, il faut vraiment déjà avoir abouti la chose, pas simplement 3 lignes. Mais c'est notre façon de vous accompagner là-dedans, dans la construction de votre projet de recherche. Puisque ce qu'on vous demande aussi, c'est justement d'avoir été déjà dans l'interaction. Et c'est encore mieux si vous avez déjà pu valider auprès d'une des personnes qui dirigent des mémoires, si vous avez déjà pu valider son accord, c'est-à-dire que cette personne s'engage, si vous êtes recruté, à être votre directeur ou votre directrice de mémoire. Pour nous, c'est un plus parce que voilà, il y a déjà une discussion, le sujet est validé et c'est une bonne chose. Ça nécessite donc de ne pas envoyer un mail une semaine avant la clôture des candidatures parce que dans ce cas, on peut recevoir 30, 40 projets en plus de tous les mails et on n'aura pas le temps d'y répondre. Donc là, ça demande une grosse anticipation, d'aller regarder qui fait quoi et de commencer à penser le projet de recherche. Donc le projet de recherche doit absolument, c'est assez court, hein, c'est 800 mots pour le M1 et puis à peu près 1000 mots pour le M2. Il doit être synthétique mais le plus clair possible. Il doit contenir un titre, hein, tout simplement, le titre du projet de recherche, une problématique, c'est-à-dire en gros les questions que vous posez autour de cet objet, une méthodologie. Alors bien sûr, on ne peut pas être dans un détail, mais si vous avez envie de faire des entretiens, est-ce qu'ils seront directifs, semi-directifs, auprès de combien de personnes, pour leur poser quelles questions. Donc voilà, ça c'est un exemple de méthodologie. Et puis une bibliographie. Une bibliographie pas en annexe, mais une bibliographie directement intégrée à votre propos. Donc, c'est-à-dire que vous appuyez sur des travaux universitaires préexistants pour penser votre projet. J'insiste sur universitaire, c'est ni du Wikipédia, ni de la presse. Ce qu'on vous demande, c'est un projet de recherche et le master, c'est un master de recherche. Donc, à une visée scientifique, vous êtes adossé à des laboratoires de recherche. Donc, il y a cette exigence-là qui est importante. Peut-être qu'après vous avoir dit ça, je vais écouter vos questions éventuelles et je pourrai compléter en fonction. Ça me permettra de mieux savoir quelles sont vos questions et les précisions que je dois apporter. Oui. Ce projet de recherche, est-ce qu'il peut être axé sur une discipline, plus histoire, plus sociaux, plus philo ou ethnographique? Tout à fait. Alors, ça n'est pas parce qu'on est un master pluridisciplinaire qu'on vous demande d'être dans le pluridisciplinaire. En fait, vous allez avoir un bagage pluridisciplinaire qui est vraiment important et intéressant, mais vous pouvez très bien faire un master centré sur une méthodologie historique ou de psychosocial ou quoi que ce soit, ce qui ne vous empêchera pas d'avoir bénéficié d'une ouverture pluridisciplinaire. Mais ce n'est pas une obligation du tout. Est-ce qu'on peut avoir, est-ce qu'il y a une bibliographie générale disponible qui peut aider certains à faire son projet? Non, absolument pas. Dans ce cas, elle ferait 50 000 pages, je pense. Ok. Est-ce qu'il y a une liste d'attente? Vous avez parlé des abandons, de ceux qui abandonnaient en fait au bout de 1 ou 2 semaines. Est-ce que du coup il y a une liste d'attente? Parce que moi je suis classé, je n'ai pas été pris ou prise, mais en fait, est-ce que j'ai une chance? Ouais. Alors, il y a une liste d'attente. Je ne vous cache pas que, comme je vous ai dit, les journées de rentrée sont vraiment importantes et que les personnes qui prennent après sont en difficulté. Après, si c'est au bout d'1 ou 2 semaines, effectivement, on rappelle les gens sur liste d'attente. On a beaucoup de personnes sur liste d'attente, hein, ça c'est une réalité, et elles défilent plus ou moins rapidement en fonction des années parce que vous allez très certainement vous aussi candidater sur plusieurs formations. Donc c'est pas parce qu'on a une réponse négative en juin qui dit qu'on est placé sur liste d'attente que ça ne va pas marcher. Hein, donc, mais là il faut attendre le défilement, c'est assez insupportable, j'imagine. Mais il faut attendre et ça peut défiler jusqu'à la rentrée, quoi, jusqu'à mi-septembre. Plusieurs questions sur le stage. Est-ce qu'on a besoin de trouver un stage avant le début de la formation? Absolument pas. Non, non, non. Non, que ce soit pour le M1 ou le M2, l'admission n'est pas conditionnée au fait d'avoir trouvé un stage. Et donc il y a Ambre qui me dit, ouais, d'accord, il n'y a pas besoin de trouver un stage, mais pour le M2 discrimination, comment en fait on peut élaborer un projet de recherche si on n'a pas trouvé un stage avant?
Dans ce cas, ce sera un projet de recherche pour le M2 qui pose en fait des questions relatives au stage qui est projeté. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas d'avoir trouvé un stage, c'est-à-dire d'avoir trouvé la structure et d'avoir signé le stage. Par contre, on vous demande effectivement d'avoir pensé, est-ce que vous allez travailler sur les violences conjugales? Est-ce que vous allez travailler sur les discriminations vécues par les lesbiennes je ne sais pas où, enfin voilà, et donc forcément votre lieu de stage va être différent en fonction de cela, et vous allez construire votre rapport votre projet de mémoire professionnelle en fonction de ça. Est-ce que j'ai droit de faire un stage à l'étranger? Absolument, la formation étant à distance, c'est tout à fait possible de faire un stage à l'étranger. La seule contrainte, c'est de faire en sorte que la documentation soit traduite en français si nécessaire. C'est-à-dire qu'en général, les secrétariats gèrent l'anglais, un peu l'espagnol, mais si c'est dans d'autres langues, ça peut être plus compliqué. Mais il n'y a pas de souci pour faire un master, enfin son stage à l'étranger. Des questions sur les aménagements possibles. J'ai une maladie, j'ai un handicap, est-ce qu'il y a des aménagements qui sont prévus? De toute façon, si on est malade, si on est enceinte, si on a un handicap, c'est pas un cadeau qu'on fait dans une formation. Ce sont des droits qui permettent de prendre plus de temps, de reconduire, d'aménager. Ce master répond voilà, à la charte classique de toute université. Et je fais une thèse, ce qui est une forme d'handicap, est-ce que j'ai droit aussi à des aménagements? Alors, on a déjà reçu des candidatures de personnes qui avaient une thèse ou qui faisaient une thèse. Alors nous, ça nous laisse toujours un peu en difficulté, parce qu'on se dit, quand on a une thèse ou qu'on fait une thèse, pourquoi se rétrograder au niveau d'un master? Alors après, on peut entendre quand c'est sur un sujet vraiment très différent et qu'il faut une spécialisation en études sur le genre. Mais la question se pose. Je pense que quand on est en thèse, on a quand même une autonomie pour se former sur les questions de genre. Après, il faut voir au cas par cas, mais en tout cas, il faudra que ce soit bien précisé dans la lettre de motivation. Et en termes d'aménagement, non, il n'y a pas d'aménagement spécifique pour les gens qui sont en thèse. C'est des aménagements pour les personnes qui se retrouvent dans une situation où il n'est pas possible de faire les 25 heures ou 30 heures de travail semaine que demande le master. Donc un aménagement d'études qu'il faut penser dès l'inscription. Vous nous avez parlé des différences entre le master plutôt axé recherche, corps et biopolitique, et le master discrimination. Est-ce qu'on peut malgré tout envisager un mémoire de M2 corps et biopolitique, mais dans une optique de recherche-action, si on a un accès terrain, en fait, dans le cadre d'un parcours professionnel? Ça dépend de ce qu'on entend par recherche-action, en fait. Toutes les disciplines ne le voient pas comme ça. Mais en corps et biopolitique, on attend vraiment autre chose qu'un mémoire professionnel. C'est compliqué. Il faudrait voir le projet en lui-même. Mais si c'est un mémoire de recherche-action, dans ce cas, il vaut mieux faire le M2 discrimination. Et la plupart des cours sont mutualisés. Enfin, je veux dire, c'est pas d'un côté la théorie, de l'autre côté la pratique. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. On est d'accord que le mémoire de M1, combien de pages, nous demande Laurette? Autour de 80. Autour de 80. Tout compris. 150, contre 150 pour le M2. Mélodie nous dit, si j'ai bien compris, nous devons avoir une idée précise de notre projet et l'envoyer avant à un ou une prof pour être orienté, et après ça, on envoie en fait le projet définitif pour la candidature. C'est ça. C'est exactement ça. Et il faut le faire vraiment à l'avance de façon à ce que nous, on puisse trouver le temps de répondre. Et il faut avoir conscience de ça. Hein. Moi, je reçois, je pense, à l'échelle d'une semaine, un peu plus d'1 millier de mails. Donc voilà, après, on n'a pas tous les mêmes fonctions administratives, etc. Mais il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Comme ça, on a le temps de vous conseiller. On a le temps de faire un aller-retour et de dire, OK, je valide, vous pouvez noter mon nom. Vous allez voir dans le dossier de candidature, on vous demande si vous avez contacté, si vous avez validé votre projet de recherche auprès de quelqu'un, et si ce n'est pas le cas, qui vous envisagez. Donc, c'est un travail qu'il faut vraiment faire.
Parce qu'après, ça nous est arrivé dans les premiers temps d'avoir des gens qui n'avaient toujours pas de direction de mémoire au bout de 2-3 mois et c'est devenu vraiment compliqué pour ces personnes. Et bien sûr, vous prévenez les candidats si leur candidature est acceptée ou rejetée. Oui, oui, bien sûr. Je vous propose de poursuivre et puis je vais faire le tour des questions en attendant. Ben moi, je pense que j'ai fini sur la question du recrutement. En fait, toutes les données un peu formelles, elles figurent soit dans la plaquette, soit dans le dossier de candidature. Moi, je pense que mon rôle, là, c'est davantage de vous faire des conseils voilà, un peu plus généraux. J'ai encore Sur, plein de questions, quoi. ouais. Ah ben, alors, Quel pièce justificatif pour justifier de son état? De savoir si on est employé ou en recherche d'emploi, on doit envoyer quel pièce justificatif? Je crois que vous avez donné la réponse tout à l'heure en renvoyant vers la personne qui est vraiment calée en tout à administratif. fait, c'est Sylvie Lélé. Sylvie Lélé pour la formation continue. Et ça s'écrit, Lélé, ça s'écrit? Donc Sylvie, S-Y-L-V-I-E, point Lélé, L-A-I-L-L-E-R. Là aussi, les coordonnées sont sur la plaquette. L-A-I-L-E-R, ca@univ-angers.fr. Tout à fait. Donc ça donne ça, si je ne me suis pas trompé. Mais de toute façon, tout ça, c'est dans le dossier de candidature. Hein. N'envoyez pas tous et toutes des messages au secrétariat qui sont déjà bondés. Toutes ces informations-là, elles vont, Et figure dans la elles sont plaquette dans et les dans dossiers le de lien que je vous ai candidature. mis. Voilà. On a répondu à une question de Karine. Comment sont évalués les UE et semestres en distanciel, en présentiel? Tout à l'heure, vous avez bien précisé que les évaluations À étaient distance. à distance. La liste des personnes à contacter n'est pas dans la plaquette, elle est sur le site. Alors, non, et après, ça dépend de laquelle version de la plaquette vous téléchargez. Vous avez deux versions de plaquette à télécharger, une synthétique et une complète. Et normalement, c'est dedans. Normalement, vous avez les contacts. Moi, j'ai trouvé les contacts. Moi, Sur le site. je peux poster, je peux mettre un document là sur le chat. Allez-y, allez-y. Ouais, je peux. Et du coup, je le fais comment? Non, je pense qu'on peut mettre qu'un lien en fait dans la conversation. Ah, on peut mettre qu'un lien. Ouais. Parce que, en tout cas, dans la plaquette que j'envoie quand on m'adresse un mail, il y a toujours la liste à la fin. C'est la liste qui commence par le terme direction des mémoires. Mais donc, on ne peut pas faire de documents partagés, c'est dommage. Parce qu'effectivement, sur le site, le site de l'université, ils ont, je pense, découpé un peu les éléments de la plaquette. Ouais. Et Voilà. Alors, pour ceux qui ont des difficultés à télécharger sur le site de l'Université d'Angers, je vous remets le lien. En fait, à droite de la page, vous avez une flèche inversée, avec une flèche avec la tête en bas, au-dessus d'un petit cœur. C'est sur un aplat bleu. Et là, vous pouvez télécharger les documents dont on parle. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas très clair, cette petite flèche-là. Quand est-ce que débutent les candidatures? Alors, je m'attendais à cette question. Donc, du coup, j'ai pris mon petit papier. Alors, pour le M1, c'est l'ouverture des candidatures se fait le 26 avril et elle se ferme le 21 mai. Donc, ça veut dire que vous pouvez d'ores et déjà voilà, préparer votre dossier. Mais la plateforme de dépôt des candidatures ouvrira le 26 avril. Et il y a donc à peu près un mois pour déposer son dossier. Mais il faut anticiper de toute façon les choses en rassemblant déjà les pièces, etc. Alors, ça, c'est pour le M1. Pour le M2, c'est du 4 mai au 4 juin. Pardon, vous pouvez rappeler? Du 4 mai au 4 juin. D'accord. Donc, il y a une grosse semaine de décalage, en fait, entre les deux. Ouais. Sur la double candidature, si on veut candidater en M1 et M2, on envoie un seul dossier et on dit qu'on candidate à la fois en M1 et M2. Non, on envoie deux dossiers. On fait 2 fois la procédure, mais avec un copier-coller, quoi. Ouais. C'est vraiment important de faire deux dossiers. Hein. Après, parce que c'est une gestion par e-candidat. Donc, on ne peut pas accepter des dossiers qui viennent après. C'est quelque chose de très sécurisé. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, pas déposer les dossiers au dernier moment, parce que si la plateforme bug, ça devient compliqué. Anticiper au maximum. Et on envoie un dossier par formation sur laquelle on postule.
Voilà, et on est d'accord qu'en fait, on envoie une candidature soit pour le M1, soit pour le M2, et que ça vaut sur les 5 universités en fait qui sont Oui, il ne faut pas envoyer. accréditées. En fait, c'est Angers qui centralise tout, donc il faut aller sur le portail e-candidat de l'université d'Angers. Je ne sais pas si on peut mettre le lien. E-candidat Angers. Parce que là, c'est possible que tout soit déjà en place. Alors, ce sont les mêmes dates. Oui, formation initiale ou formation continue, c'est pareil. Là, je vous ai mis le lien sur e-candidat où vous pouvez aller voir, vous pouvez commencer à vous inscrire. Faites attention à ne pas vous inscrire 12 000 fois. Gardez bien vos mots de passe, etc. Parce que sinon, ça brouille un peu les pistes. Donc, vous pouvez déjà commencer à aller voir. Et dans offre de formation, vous allez dans lettres, langues et sciences humaines. Master LMD. Je vérifie si déjà tout est en place, comme ça, ce sera M1, études sur le genre. Où est-ce qu'il est? Je vois ça. Alors, je vois pas le M1 études sur le genre. Bah, du coup, c'est bien que j'ai vérifié, comme ça j'irai demander à ce que ce soit débloqué. Bon, en tout cas, voilà, vous avez l'adresse sur e-candidat et c'est une centralisation, c'est-à-dire que vous ne passez pas par Nantes ou Rennes ou quoi que ce soit. C'est un hub pour les 5 universités. C'est ça. Comment savoir si on doit demander une VAE avant de faire sa candidature? Eh bien, c'est quand on... Alors, pour ça, il faut écrire à Arnaud Bureau. Donc, Arnaud, A-R-N-A-U-D, bureau, comme un bureau. Et on fait une VAE quand on n'a pas une licence dans le champ des sciences humaines et sociales, droit, économie, gestion, art, littérature, langue, etc. Et généralement, ce sont des personnes qui sont en activité professionnelle, qui font des VAE. Et en tout cas, c'est Arnaud Bureau qui pourra vous répondre à la fois sur le planning. Généralement, c'est en même temps, hein, et puis sur les modalités. Vous avez parlé du 26 avril tout à l'heure pour le M1 et du 6 mai pour le M2. Ce sont les mêmes dates pour candidater en formation initiale et en formation continue? Oui, c'est les mêmes dates, c'est le même processus. Oui. Je fais juste une précision sur les personnes qui sont en formation continue et qui ont obtenu un congé de formation, une validation de la part de leur entreprise. Je les prierai de bien vouloir le notifier. Ça ne veut pas dire que c'est une acceptation automatique, hein, mais c'est important pour nous de savoir si c'est déjà en place, déjà organisé. Et quand sait-on si on est reçu ou non? Alors, du coup, si c'est le 21 mai, c'est généralement fin juin, début juillet. Comptez plutôt, parce que là, en plus, ça a été décalé. Normalement, c'était plutôt 26 mai, 21 juin. Ouais, fin juin, début juillet. On est d'accord que dès à présent, en fait, on peut envoyer son projet de recherche à un éventuel tuteur Oui, bien sûr. pour une Bien sûr, bien première sûr. relecture. Oui, il faut commencer dès maintenant à constituer le cœur du dossier. C'est-à-dire qu'après, ce qu'on va vous demander, c'est des diplômes, des trucs comme ça. Bon, ça, c'est des choses beaucoup plus faciles à mettre en œuvre. Mais je pense que la lettre de motivation, le projet de recherche, il faut s'y mettre dès maintenant et effectivement l'envoyer à une des personnes mentionnées en direction de mémoire potentielle. L'envoyez pas à 15 personnes en même temps parce que ça fait beaucoup de travail. Et si tout le monde vous dit oui, enfin voilà, ciblez les personnes. Et si vous n'avez pas une réponse sous une semaine, soit vous relancez, soit vous essayez quelqu'un d'autre. Voilà. Je répète, on n'est pas des machines. Si vous n'avez pas de réponse en 2, 3, 4 jours, c'est relativement normal, surtout dans les circonstances actuelles. Donc, et ne faites pas des envois groupés à 15 personnes, c'est contre-productif. Alors, on demande quoi à Arnaud? Puisque c'est Magalita qui nous demande ça, son Internet a coupé, donc elle n'a pas entendu la réponse. D'accord. Arnaud Bureau, c'est pour les personnes qui sont en validation d'acquis, validation acquis et études. Donc, qui n'auraient pas une licence qui permet d'entrer directement dans le master.
Alors, vous parliez des projets de recherche tout à l'heure. Ne pas hésiter à les envoyer dès maintenant auprès des personnes, des tuteurs qui pourraient être intéressés par le sujet. Est-ce que si on souhaite traiter un mémoire, faire un mémoire sur un thème qui n'est pas traité par aucune des personnes référencées dans la plaquette, notamment en histoire de l'art, est-ce qu'on peut demander à quelqu'un d'autre d'être son directeur de mémoire en fait? Alors, on peut demander à quelqu'un d'autre, mais il faut que ce soit quelqu'un d'une des 5 universités partenaires. Ça, c'est une obligation, parce que si vous demandez à quelqu'un qui ne fait pas partie d'une des 5 universités, elle ne sera pas payée. Et on n'est pas pour le travail gratuit. Mais a priori, on a quand même 80 personnes qui couvrent des champs assez larges. Mais bien sûr, ça peut arriver. J'ai une maîtrise de droit, mais qui date un peu, qui date des années 2000. Est-ce que ça passe, même sans VAE? Ah ben oui, bien sûr. C'est pas vieux, les années 2000, en plus. Non, non, sans problème. Bah, moi, j'étais pas né, personnellement. Mais... N'importe quoi. Si une personne ne répond pas et une autre adresse... Alors, attendez. Une professeure ne répond pas et une autre adresse de la liste des professeurs ne fonctionne pas. Ah. Alors, visiblement, c'est quelqu'un qui a déjà essayé, en fait, d'envoyer son mémoire et il y a quelqu'un qui lui répond pas et une autre adresse qui est fausse. Alors, ça peut arriver qu'il y ait un petit bug dans les adresses. Dans ce cas, il faut écrire à la responsable d'année. Alors, sur la plaquette, c'est mentionné, mais je vous le redis, moi, je suis la responsable de la formation en son entier. Généralement, on vient me voir quand il y a le feu, etc. Ou pour avoir un propos un peu global. Après, à l'échelle du Master 1, votre contact, c'est Angelina Etiamble. Vous avez son contact, elle est à l'université du Mans. Donc là, je vous laisse regarder sur la plaquette ou sur le site. Donc si vous avez un problème comme ça que vous ne trouvez pas, enfin il y a un problème de mail ou quoi que ce soit, ou vous ne trouvez pas de personne pour vous encadrer, vous pouvez la contacter. Donc Angelina Etiamble pour le Master 1. Pour le Master de Corps et Biopolitique, vous verrez que c'est Fatima Rodriguez, qui est à l'université de Brest. Et pour le master de discrimination, c'est Fanny Bugnon, qui est à Rennes 2. Donc ça, c'est vos interlocutrices si vous n'arrivez pas à joindre des directeurs ou directrices potentiels. Une question d'Amélie. Combien de pages nécessaires pour le projet de recherche? Mais vous l'avez déjà évoqué, Oui, c'est assez court. Hein. Oui, bah, c'est 800 mots. 800 mots ou 800 signes? 800, je sais plus, 800 mots, je crois. Attends, je sais plus. Parce que je crois que vous avez dit À force de radoter. Ok. On dit bonjour à une autre Amélie et on la rassure, en fait, le podcast sera disponible sur le site du Mois du Genre. Si vous arrivez maintenant, je pense que vous avez raté une bonne partie de la présentation, mais pas de panique, vous retrouverez tout ce qu'on s'est dit sur le site du Mois du Genre grâce au podcast. Donc c'est bien des mots. C'est bien des mots, Cédric. 800 mots pour le M1 et 1000 mots pour le M2. D'accord. Donc ça change un peu la donne. La plaquette en ligne est très succincte et ces informations ne sont pas présentes. Est-ce qu'on doit vous contacter pour avoir... Alors, les personnes qui n'ont pas reçu la plaquette, c'est-à-dire que moi, j'envoie systématiquement la plaquette et je vous ai aussi envoyé le lien à toutes les personnes qui m'ont contacté plus ou moins récemment pour cette présentation. Donc, les personnes qui... Ce que je vous propose, c'est de vous donner la liste en fait, des candidats, enfin des personnes qui se sont inscrites à cette présentation et on pourra peut-être faire un mail. Ah, ben oui. La liste mail. Ouais, moi, j'ai la liste des mails. Ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais vous envoyer à toutes et à tous la plaquette. Ça sera beaucoup plus simple. Naïma, ma fille, va m'envoyer la plaquette et moi, je vais vous la faire suivre. Super, merci pour cette belle solution. Voilà. Alors, je vous avoue que je suis un peu perdu là. Y a-t-il une sorte de catalogue développé des cours, genre un paragraphe pour chaque cours pour détailler un peu le contenu? Non, non, absolument pas. On n'a pas ce genre de choses parce qu'on renouvelle les contenus et on n'a pas on a simplement les intitulés de cours. Je suis désolée. Est-ce que la liste des personnes en charge de la direction des mémoires est dans votre plaquette? Alors,
Moi, je commence à fatiguer de répéter la même chose. Donc, en même temps, ce que je fais, c'est que Cédric, j'envoie la plaquette. Donc, je répète pour tout le monde, Cédric a vos mails et va donc vous envoyer la plaquette d'information qui contient toutes les informations pour votre candidature, les informations de présentation du master et à la fin, la liste des directeurs et directrices potentielles de mémoire. Comme ça, vous aurez tous et toutes le même niveau d'information parce qu'effectivement, sur le site de la fac, la plaquette est fractionnée. Ok, les semestres commencent mi-septembre et ça se termine quand l'année en fait? C'est comme une formation classique, ça veut dire que nous on commence à la rentrée le 17 septembre et on finit, généralement la première session finit en juin. Les cours finissent avant, mais les examens, etc. Et puis pour la deuxième session, c'est en septembre. Ok. Je suis sûr qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu. Ce que je vous propose, c'est que si vous voulez poser vos questions à l'oral, vous appuyez sur le petit bouton avec la main tendue, là, levez la main, et je vous donnerai la parole. Alors, est-ce qu'il faut envoyer les dossiers par la poste? Ou maintenant, Non, tout est l'univers dématérialisé. est passé au XXIe siècle? Non, non, on est d'un autre siècle et on en est content, mais tout est dématérialisé, ce qui pose vraiment problème, des problèmes de santé publique. On qu'on a très mal aux yeux à compulser des centaines et des centaines de pages. Alors, est-ce que les sujets doivent être originaux ou on peut traiter un sujet plus classique, mais sous un angle différent? Alors, le propre de la recherche, c'est de faire un nouveau sujet. On ne fait pas quelque chose qui a été déjà fait. Alors après, une fois qu'on a dit ça, c'est assez vertigineux. Évidemment, c'est très compliqué d'inventer complètement quelque chose, étant donné que voilà, vous n'êtes pas des chercheurs et des chercheuses encore confirmés. Mais en tout cas, si un livre a été fait pile sur votre sujet et en plus de ça très bien fait, la question, c'est pas de revenir dessus. Par contre, si vous avez un autre angle, une autre temporalité, une autre façon de voir les choses, ou vous voulez apporter un éclairage différent, ça, c'est tout à fait possible, effectivement. Mais... Tania a levé la main. Tania, je vous passe la parole. N'oubliez pas d'ouvrir votre micro et votre caméra éventuellement qu'on voit. Ok, vous m'entendez? Oui? Parfaitement. Oui. Bonjour. Bonjour, je suis une étudiante étrangère qui va postuler pour votre master dans le campus France. Par contre, je voudrais demander si cette formation est à distance, est-ce que c'est possible que moi je puisse aller à l'université et demander l'opportunité de rester pendant les 12 années dans votre formation et continuer mon développement dans les langues françaises ou pas? Ça, c'est une question. Et l'autre, c'est sinon, combien de fois je dois prévoir en tant qu'étrangère aller en France? Merci. J'ai pas compris votre dernière question. Combien de fois vous devez prévoir quoi? Ouais, de venir en France, c'est-à-dire... Pardon. Ouais, d'accord, ok. votre micro est coupé, Tania. Votre micro est coupé, Tania. Combien de fois est-ce qu'elle doit venir en France? Oui. Combien de temps il y a en présentiel? Oui. Alors, il y a les journées de rentrée. Pour le parcours discrimination, il y a 4 fois 2 jours. Pour les personnes qui viennent de très loin, il y a des possibilités d'aménagement, mais voilà, ça se voit après un petit peu au cas par cas. Alors, la difficulté... Donc, ça veut dire 9 jours en France, hein, c'est ça, grosso modo. Oui, en gros, 9 jours en France, mais 9 étalé, jours sur place, quoi. ça demande de venir plusieurs fois, donc c'est pas toujours évident de pouvoir payer les billets. Écoutez, Tania, c'est un peu compliqué la situation, étant donné qu'on est un master à distance. L'État français considère qu'elle n'a pas à délivrer de titre de séjour d'études. Et d'ailleurs, vous n'avez pas à passer par Campus France, vous pouvez candidater directement. Malgré tout, si votre projet, c'est de venir en France, pour la suite de vos études, pour le français, enfin bon, pour toutes les raisons qui vous sont personnelles et légitimes, je vous conseille quand même de prendre contact avec Campus France pour savoir si
dans votre pays d'origine, il y a quand même une possibilité d'obtenir un visa. En tout cas, nous, on pourra tout à fait appuyer votre demande. Je sais que pour l'Indonésie, on avait eu un cas comme ça et la personne avait demandé un master FLE en présentiel. Et c'était un peu la façon de pouvoir arriver en fait légalement et pouvoir rester sur le territoire. Voilà, c'est une vraie difficulté, ça, parce que pour nous, quand on avait pensé le master à distance, on n'avait pas dans l'idée de freiner les mobilités des personnes, mais c'est quelque chose qui nous échappe complètement. C'est décidé, voilà, par le ministère. Donc renseignez-vous au maximum en fonction de votre projet et tenez-nous au courant. Oui, c'est surtout ce voyage que je dois faire. Et justement, comme je suis très, très loin, c'est compliqué, mais je vais voir. Et donc, par exemple, dans Campus France, j'ai déjà cette formation. Alors, ça veut dire que je peux enlever votre formation, les faire différemment et mettre une autre information. Et comme ça, j'aurai l'opportunité de postuler dans votre formation et des autres. OK, merci beaucoup. Pour nous, vous candidatez directement sur e-candidat d'Angers. Okay. On va passer la parole à Alice qui va peut-être poser sa question qu'elle a posée dans la discussion. Bonjour Alice. Vous m'entendez à peu près bien? Oui. OK. Ma question, je vais essayer de m'en souvenir. Comment on peut faire pour avoir des ressources bibliographiques pour présenter le projet de recherche alors qu'on n'est plus scolarisé à la fac? J'avais plus accès à la BU en fait, ou aux documents ou aux thèses en ligne et tout ça. Dans ce cas, il y a quand même beaucoup de ressources en ligne. Vous tapez Google Scholar. Okay. Et sur Google Scholar, vous avez pas mal de choses. Et puis après, il y a quelque chose d'assez fantastique qui s'appelle HAL, SHS, H-A-L, où normalement tous les chercheurs et chercheuses de France doivent déposer leurs recherches. Donc vous avez les textes qui sont en accès libre. Okay. Donc Google Scholar, HAL, SHS, sur revue.org, vous avez quand même pas mal de choses aussi en accès libre. Donc vous devriez arriver. Puis après, dans les bibliothèques municipales ou universitaires, il y a des contenus qui sont disponibles. Est-ce que vous pouvez m'épeler le deuxième site, s'il vous plaît? HAL, SHS? Oui. H-A-L, tout simplement. OK. Et SHS. Et on est d'accord qu'une fois que vous êtes prise au master, du coup, vous retrouvez une carte étudiante. Oui. Et que vous pouvez aussi vous inscrire dans des bibliothèques universitaires, même si vous n'êtes pas étudiant. OK. Merci beaucoup. Voilà. Pour candidater en M1, quel niveau de français est exigé? Quel niveau en français et en anglais? En anglais, c'est B2. Et en français. Voilà. Et en français, il faut partir du principe, on n'a pas de fait d'échelle en fait pour le français, mais il faut partir du principe que tous les cours, mis à part quelques-uns, sont en français. Dans un langage scientifique un peu soutenu pour certains, et surtout qu'il faut rédiger un mémoire en français. Donc les personnes qui n'ont pas une très bonne maîtrise de la langue risquent d'être en difficulté. Après, on a chaque année des personnes qui se lancent quand même, mais qui, pour les rendus, font appel à des relecteurs ou des relectrices pour être sûr qu'il n'y ait pas de difficulté de compréhension au-delà de la simple orthographe ou syntaxe, quoi. Donc, oui. On doit fournir des preuves, des justificatifs qu'on a un niveau B2 en anglais? Il ne s'agit pas de passer un TOEFL ou quoi que ce soit. On regarde les notes au bac ou pendant la licence. Si c'est 3, 4, 5, 6, on se pose un peu des questions. Voilà. Mais on ne demande pas on ne demande pas de passer un examen de validation du niveau, en tout cas. Alors, il y a un sujet concernant la mobilité. Sur la plaquette, il y a marqué que, en fait, des mobilités étudiantes, donc des semestres, peuvent être réalisées au sein des universités partenaires dans le cadre d'Erasmus. Ouais. Alors, est-ce que les universités partenaires, c'est les 5 universités autour d'Angers? Est-ce que c'est les partenaires seulement d'Angers? Ou est-ce que c'est les partenaires des 5 universités?
Non, alors, je pense que quand on est inscrit à Angers, on va rarement faire un Erasmus à Rennes, quoique ça peut être un gros dépaysement. Mais non, en fait, c'est effectivement bénéficier des partenariats de ces universités-là. En sachant que c'est quelque chose, les projets Erasmus, ça se construit vraiment à l'avance. Donc, les personnes qui voudraient le faire, je leur conseille là aussi de l'indiquer dans leur lettre de motivation et d'aller voir déjà dans les 5 facs partenaires quelles sont les universités qui les intéresseraient. Là, c'est quelque chose qui doit vraiment se construire, pas au dernier moment. Et généralement, on prépare en M1 son projet de mobilité pour le M2, par exemple. Mais un projet de mobilité bien ficelé en amont peut être effectif pour le 2e semestre du M1. Est-ce que j'ai le droit de faire un M2, un autre M2 en parallèle? Mais le droit, oui, mais comment arriver à faire 2 M2 alors que rien que 1 M1, c'est 25 à 30 heures de formation? Voilà ma question. La plupart des gens qui font une double formation, soit abandonnent, soit font la formation en beaucoup plus longtemps. Certainement pas de manière forcément sereine. Donc moi, je serais pour rester un peu humain et humaine et faire une formation après l'autre. Voilà ma réponse de pédagogue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai peut-être oublié, hein. Je suis vraiment désolé, mais s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à lever la main, à vous servir du petit bouton lever la main, et puis si vous n'y arrivez pas, bah, vous déclenchez votre caméra, votre micro, et puis vous y allez franchement. Tina. Bonjour. 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 C'est bon, on m'entend, c'est ça? Ok. Oui. En fait, j'avais juste une question. Quand vous aviez dit que, vu que c'est un master à distance, il n'y a pas forcément, comment dire, enfin, pour renouveler un titre de séjour. Donc, est-ce qu'ils prennent en compte que, voilà, on est en train de faire des études ou c'est pas comme des études en présentiel? C'est pas vraiment, vous pouvez pas répondre à cette question, c'est vraiment à la préfecture et tout. Ouais, c'est à la préfecture et je pense que voilà, on sait qu'ils sont assez peu conciliants, même quand c'est tout est dans les clous. Et du coup, nous, on a très peu de marge de manœuvre là-dessus parce qu'on est une formation à distance. Ok. Donc, je conseillerais pas, à la rigueur, faire 2 formations là pour le temps d'un temps. Enfin, voilà, c'est trop risqué de tenter ça. Ok, ça marche. Bon, merci. Ça ne vous empêche pas de postuler, mais... Oui, et de faire 2 inscriptions, de se débrouiller, quoi. Ok, ça marche. Merci. D'autres questions, peut-être? Emma, bonjour. Je vous laisse la parole. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, c'était une question, je sais pas si vous avez déjà répondu, mais du coup, est-ce que c'est possible de faire une alternance et que cette alternance, elle soit considérée comme un stage? Mais une alternance, par exemple, 15 heures par semaine. Alors, nous, on n'est pas ouvert à la formation en alternance. Ok. Mais ça serait quoi l'idée? Pour valider quel stage? Celui du M1? Pardon, en M2. Ah, alors, en fait, on ne valide pas, je l'ai dit au début, mais vous étiez peut-être pas là, on ne valide pas des stages qui sont en fait la fonction de la personne, enfin l'emploi de la personne. On demande à faire un stage en dehors de cet emploi-là, pour des raisons juridiques et aussi pédagogiques. Donc, normalement, ça n'est pas possible. Même si on fait un stage, par exemple, enfin une alternance au planning familial ou des choses comme ça? Alors, dans ce cas, il faut que votre stage soit l'occasion de changer de tâche, D'accord, ok. qu'il soit l'occasion de découvrir quelque chose. D'accord. Parce que sinon, ça veut dire que, en fait, vous faites une formation, vous apprenez rien. Enfin, vous faites un stage qui vous apprend rien. Vous comprenez la logique? Je vois, oui, carrément. Donc ça se précise dans votre lettre de motivation sur la façon dont vous pouvez faire évoluer vos tâches. Mais après, il y a la question juridique de vous êtes payé quoi?
Ok, en ouais. tant que stagiaire ou en tant qu'employé. Ok, oui. Ok, merci beaucoup. Il y a une question de Célia sur le chat. Comme il s'agit d'une formation à distance, comment est-on rattaché à une ou l'autre université? À quelle université, en fait, on est rattaché, quoi? Alors, tout le monde est rattaché à l'université d'Angers. Et par les miracles des turpitudes administratives, il faut aussi avoir une autre inscription. Donc, soit 2 fois l'université d'Angers, soit donc à Rennes, au Mans, à Nantes ou à Brest. Au début de l'année, la première inscription à Angers est réalisée, mais je demande qui veut être inscrit où, et dans la mesure du possible, on fait en sorte de répondre à vos souhaits en fonction, par exemple, d'un projet Erasmus, en fonction de quelqu'un qui habite à Nantes et qui se dit bah, ce serait pas plus mal d'avoir une carte étudiante à Nantes pour aller à la bibliothèque de Nantes, par exemple. Donc, en tout cas, il y a forcément 2 inscriptions et dans la mesure du possible, on répond aux demandes qui nous sont faites pour être plutôt dans l'une ou dans l'autre. Mais on a des quotas à respecter, c'est pas toujours évident. Ou pour des questions de bourse, par exemple. On fait comme on peut pour arranger tout le monde. Alice a réfléchi à une autre question à poser. Rebonjour Alice. Rebonjour. Alors, comment attendez, il faut que je fasse des mots dans ma tête. Est-ce qu'il faut que le stage ait un rapport très étroit avec le projet de recherche? Alors, c'est ce qu'on conseille, hein. C'est ce que vous verrez dans la documentation. Ok. Parce que ça vous permet de faire votre terrain, de développer un peu un rapport critique à votre stage, en fait, et oui, que ce soit complémentaire entre le stage, la professionnalisation d'une certaine manière et ce que vous allez produire dans un mémoire professionnel. Mais ça n'est pas obligatoire. Ce qu'on sait, c'est que c'est beaucoup plus facile de le faire en lien avec le rapport, avec le stage, pardon. Avec le thème du stage. Après, c'est pas un mémoire professionnel sur votre structure, parce qu'il y a un rapport de stage de toute façon. Mais ça peut être sur un champ, un champ thématique qui est connexe. Ok, merci. Et donc, du coup, il y a une question par rapport à l'université d'inscription. Ouais. Est-ce que pour le Crous, on fait appel à l'université de sa région ou à l'université d'Angers? Je suis à Nantes, j'ai la double inscription. Est-ce que je peux demander à Nantes, à qui je sollicite les bourses? Ben, faites ce qui vous arrange, parce que je crois qu'il y a aussi une question du décompte de nombre de kilomètres, même si c'est à distance, ça marche quand même pour le Crous. Et je crois qu'on a plus de... Je crois qu'il y a un montant plus élevé quand on est plus loin. Enfin, il y a un certain nombre de kilomètres de son domicile. Enfin bon, voilà, ça fait longtemps que je ne me suis pas lancée là-dedans. J'étais boursière il y a très très longtemps maintenant. En tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est si vous êtes dans la région, ça ne posera pas de souci. Si vous êtes dans une autre région, c'est parfois un peu plus problématique. Et dans ce cas, il vaut mieux demander Angers directement. Voilà. Mais si c'est Nantes ou Rennes ou Brest, c'est pas un problème parce qu'on s'arrange entre nous. Alors, donc, même si j'habite à Angers, je peux faire ma demande de bourse à Nantes, puisque c'est une université partenaire. Oui. Ok. Magalita n'a pas entendu la réponse là, sur en fait le niveau de français, le niveau officiel en anglais. Si moi j'ai V2, mais si j'ai bien compris, il n'y a pas besoin de titre officiel. Si elle vit aux États-Unis, a priori, on va croire qu'elle a le niveau B2, quoi. A priori, ouais. Les mémoires qui sont déjà rédigés, est-ce qu'ils sont consultables? Alors oui, ils sont consultables sur à la bibliothèque d'Angers, enfin en ligne directement. Et puis, si ça vous intéresse, et je vais le dire maintenant parce qu'il y a peut-être des gens qui vont partir, le 24 mars à 17h aussi, on va présenter deux lauréats et lauréates du prix GIS Institut du genre, donc qui sont nos anciens étudiants et étudiantes, vont présenter leurs travaux.
et vous pouvez les télécharger. Donc là, vous avez un exemple de 2 très bons mémoires, donc 2 Master 2 qui ont été réalisés. Donc vous pouvez les télécharger directement sur le site du Mois du Genre. Et vous pouvez venir les écouter, donc mercredi 24 mars à 17 h. Et je vous conseille vraiment de le faire parce que ce sont 2 très beaux sujets. Et je vous avais préparé même une petite diapo là-dessus, mais je vais pas. Le premier, c'est Nicole Bastin, pas Nicolas Bastin, sur la culture du viol à la veille du scandale Weinstein, la fiction télévisuelle face à ses responsabilités. Et l'autre lauréat, c'est Eduardo Armando González Cabrera, qui a fait un mémoire qui s'appelle Enquête de muscles, ethnobiographie des masculinités et production du capital corporel genré. Donc n'hésitez pas à venir nous voir mercredi 24 mars et à lire, feuilleter leur mémoire. Une petite dernière question de Sophie qui a levé la main il y a un petit moment déjà. Ouais. On vous écoute. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Bonjour. Excusez-moi, j'étais partie sur l'autre page justement pour voir les mémoires. J'ai une question par rapport au stage. Si mon employeur, en fait, convient avec moi qu'on revisite ma fiche de poste et qu'il me dédie, en fait, 1 ou 2 journées pour réaliser mes missions qui sont donc du coup différentes de celles que je réalise actuellement, est-ce que c'est possible d'être lissé sur l'année, en fait? Oui, c'est possible. C'est un volume horaire, en fait. D'accord. Qui est nécessaire. C'est pas 3 mois d'un bloc. D'accord. Et du coup, il faut que c'est dans le cadre de cette actualisation, ou en tout cas de ce compromis qui est en lien avec mon employeur. Il faut une convention de stage, du coup, ou comment ça se passe? Ou la fiche de poste revisitée vous sert comme document Oui, d'atteste? il faut une convention de stage, en fait. C'est ça qui est un petit peu compliqué, justement, d'un point de vue juridique. D'accord. C'est pour ça que normalement, on n'accepte pas trop ces situations-là, mis à part quand la personne ne trouve vraiment pas d'autres stages. D'accord. Ok. Et c'est possible, du coup, d'être salarié et d'avoir une convention de stage avec une autre structure qui, dans le même principe, en fait, on réalise, par exemple, si on est à temps partiel, on réalise notre stage sur l'année, c'est lissé, c'est avec une autre structure, du coup, qu'on est conventionné pour le stage. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Pour ces questions-là, il faut contacter Fanny Bunion. D'accord. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Ouais. Alors, Naël Angélique a levé la main. Alors, je ne sais pas quel est le prénom, mais vous avez la parole. Il faut réactiver votre micro. Eh bien, en attendant, je vous propose de passer la parole à Laurette. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, alors moi j'ai une question un peu précise, mais en fait je me demandais si on a des questions par rapport à la possibilité de faire un séjour Erasmus. Est-ce qu'il faut l'adresser à une personne dans le master du genre ou à une personne des relations internationales? Et si oui, lesquelles? Parce qu'en fait c'est organisé par UFR. Et si j'ai bien compris, le master d'études de genre est à cheval sur plusieurs disciplines. Et du coup, à qui il faut s'adresser? C'est une très bonne question. Alors, il faut déjà commencer par aller regarder quelles sont les universités qui vous intéressent en fonction des universités. Ça n'est pas le même UFR. Par exemple, à Angers, c'est l'UFR de lettres. À Nantes, c'est l'UFR de sciences politiques et de droit. Au Mans, c'est l'UFR de lettres. Qu'est-ce qui reste? À Brest, c'est l'UFR de lettres aussi. Et à Rennes 2 également. En fait, il n'y a que à Nantes où c'est sciences politiques et droit. En tout cas, vous aurez une directrice au point. Elle connaît son dossier sur le bout des doigts. Elle connaît toutes les facultés, les noms des gens. Alors, Naël Angélique, est-ce que vous avez retrouvé votre micro? Alors, le micro est ouvert, paradoxalement, mais on ne vous entend pas.
Noémie voulait intervenir en attendant qu'on règle ce petit problème technique. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question. Vous m'entendez? Oui. J'avais une question par rapport à la candidature, parce qu'en fait, je suis en M1 de criminologie, enfin, je suis en master de criminologie, et il n'y a pas de validation de la première année. Donc, c'est-à-dire que j'ai un niveau master 1, enfin, si je le valide, mais j'aurais pas de M1. Et je voulais savoir si c'était possible quand même d'essayer de candidater à un M2 ou pas du tout. Dans votre M1 criminologie, vous faites un mémoire de recherche ou pas? Non. Dans ce cas, ça passera pas parce que vous pouvez passer en M2 que si vous avez fait un master recherche auparavant. Donc, dans ce cas, il faut passer par le M1. Dans tous les cas, ça aurait été compliqué si vous n'aviez pas eu de master, excusez-moi, je commence à fatiguer, de mémoire, de passer en M2 directement. D'accord, ok. Merci. On va peut-être avoir la réponse. Naël Angélique, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Ah, parfaitement bien. Voilà. Désolée, j'ai eu un problème avec mon ordinateur. Tout a planté quand j'ai voulu essayer. Oui, j'avais une question, moi, du coup, une nouvelle question vis-à-vis du niveau d'anglais. J'ai passé un DEL. Alors, on vous entend de manière très saccadée. Ok, je vais essayer de recommencer. Est-ce que c'est mieux? Oui. Ouais. Ok. Donc, ça concerne le niveau d'anglais. Oui, j'ai passé un diplôme d'accès aux études universitaires, donc scientifique. Et du coup, j'ai pas fait d'anglais. Et ensuite, donc là, j'ai une licence en sociologie, mais j'ai pas pris anglais. Du coup, j'ai rien qui peut attester de mon niveau d'anglais, malgré le fait que je parle, je dirais pas couramment, mais je maîtrise quand même l'anglais. Donc, est-ce qu'il faut un justificatif, quelque chose qui atteste? Je l'ai précisé déjà qu'on n'attend pas enfin, on demande, dans la mesure du possible, à ce qu'il y ait un justificatif, mais on ne demande pas une certification B2. Après, c'est aussi de la responsabilité de chaque personne, voilà, en sachant qu'il y a des cours en anglais dans les premières et les deuxièmes années, de ne pas se mettre en difficulté. Ça fait 4 UE quand même. Hein. Donc, d'accord, ok. C'était juste comme j'avais pas rien qui puisse attester niveau bac ou quoi que ce soit. Donc, voilà, ok. Ouais. Ça marche. Merci beaucoup. Voilà, a priori, nous avons épuisé les questions. Super. Cédric, d'un point de vue technique, le podcast, je l'ai déjà dit et j'ai déjà écrit, sera disponible sur le site du Mot du Genre. Okay. Moins les quelques minutes du départ, puisque j'ai été un peu étourdi. Et je vous laisse le mot de la fin. Simplement de demander, Cédric, au moment de l'envoi de la plaquette, peut-être aussi inviter tout le monde à la présentation des 2 lauréats du prix de l'Institut du genre. Comme ça donnera une occasion de se revoir. Et puis pour les personnes, de voir ce qu'on attend à l'échelle d'un M2. Ça pourrait être chouette. Hein. Voilà, ça fait de la pub pour nos étudiants et étudiantes. Mais écoutez, je vous remercie pour vos questions, pour votre attention. Et puis, j'attends maintenant vos dossiers de candidature. Voilà, j'espère vous avoir donné tous les éléments pour faire votre dossier au mieux. Et je vous souhaite beaucoup de chance dans ce processus. Merci beaucoup à vous. Et n'hésitez pas à aller regarder sur le site du Mois du Genre Angers. Il y a encore plein de choses tout au long du mois, très différentes les unes des autres et qui vont certainement vous intéresser. Voilà, bonne soirée.